Cette semaine, à info.tvc Express, on vous amène visiter l'exposition scientifique des finissants en sciences de la nature du Centre matapédien d'études collégiales. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'Info.tvc Express du 4 juin 2024. Comme à chaque année, les finissants en sciences de la nature du CEBEC présentent les projets qu'ils ont réalisés et qu'ils vous font découvrir dans le cadre de l'exposition scientifique qui avait lieu le 23 mai dernier et qui était ouverte à tous. Dans le cadre de cette émission, nous voulons vous faire vivre l'exposition comme si vous y étiez. J'ai fait le tour des kiosques et je me suis entretenu avec les finissants et avec même des enseignants qui avaient créé un kiosque exprès pour les jeunes. Alors, bonne visite! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je suis avec l'enseignant de physique Francesco Barletta. Bonjour Francesco. Bonjour. Tu as décidé d'organiser quelque chose pour les jeunes, pour les intéresser à la science. Ben oui, effectivement, j'ai préparé comme un pot pourri d'éléments qui touchent toutes les matières, la physique, les génies des matériaux, la volcanologie, la minéralogie. Donc le but c'est vraiment de piquer la curiosité des jeunes, de les faire approcher. Et puis les autres, ils vont poser des questions sur les choses un peu qui peuvent l'intéresser au fond. C'est interactif, là. Ils peuvent essayer, ils peuvent jouer, ils peuvent tester les choses. Oui, effectivement, ils peuvent toucher. J'ai même amené une trompette parce que des fois, les gens, ils aiment la musique, mais ils ne savent pas qu'en arrière, de la musique, c'est une science. Donc, je montre aussi comment jouer une trompette. Et ils peuvent toucher les échantillons, voir leur texture. Et au fond, c'est comme une forme de découverte. Donc, il y a des gens qui sont très manuels, qui aiment toucher. Et il y a d'autres qui regardent plus. Donc, ça va attirer un peu plus, pas mal tout le monde. Et avec le microscope, qu'est-ce qu'ils peuvent observer? Bien, le microscope, c'est vraiment le moyen traditionnel. En fait, ici, j'ai amené des échantillons de bois. Donc, par exemple, les autres, ils peuvent observer des petites lames qui ont été coupées, qui ont été préparées à l'avance. On peut les mettre ici au microscope pour identifier les types de bois. Puis, j'ai amené aussi des échantillons de roches, en fait, une lame de roche. Et on peut montrer comment le microscope il permet d'identifier les échantillons. Donc, il y a des gens qui aiment, par exemple, la biologie, qui ont un intérêt pour la biologie, ou la minéralogie, bien, ça va un peu éveiller leur curiosité. On a les petites pierres aussi. Oui, ça, c'est des échantillons que j'ai pris l'année passée en Sicile, ça vient d'Italie. C'est des roches volcaniques, mais il y a aussi d'autres types de roches. Et ça, c'est vraiment, je peux dire, vraiment quelque chose qui est gagnant avec parce que tout le monde est attiré par ça. C'est brillant, des fois, c'est brillant, c'est très coloré. Et les gens souvent me posent des questions, pourquoi il y a cette couleur-là, d'où ça vient, et quelle est leur origine. Donc, c'est quelque chose qui a du succès. Bien, merci beaucoup, Francesco. C'est super intéressant. Merci à vous d'être là. On espère que les gens vont s'intéresser à la science après ça. Mais oui, on veut beaucoup d'étudiants en sciences. Je suis en compagnie de Catherine, Amélia et Alissa. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Là, vous allez nous parler de gustaventure. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, on a mélangé aventure et gustation, qui est le sens de goûter, dans le fond. C'est ça. Voilà. Fait que vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est? Dans le fond, nous autres, notre projet, c'était sur le goût et qu'est-ce qui peut l'influencer. Fait que, par exemple, il y a l'âge, ça, c'était principalement notre sujet de notre expérience, mais il y a aussi le sexe, le fait de fumer la cigarette, puis si on a pogné la COVID, par exemple. Donc, il y a 5 goûts fondamentaux, mais nous autres, on s'est concentré sur ces 4-là que tout le monde connaît, sucré, acide, salé et amer. Pour bien comprendre le projet, dans le fond, il faut comprendre comment est-ce qu'on fait pour goûter. Dans le fond, il y a les papilles qui sont situées sur la langue, juste ici. Après ça, eux autres, quand ils perçoivent quelque chose, ils envoient des signaux au cerveau par des nerfs. Puis, rendu dans le cerveau, on est capable de déterminer si on aime ce qu'on vient de manger, puis ça fait partie de quelle catégorie de goût. Donc, nous autres, pour tester ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 20 cobayes. Il y avait 10 jeunes de 16 à 20 ans et 10 personnes âgées de 20 à 60 ans. Et je vois que vous les avez cachés, les yeux bandés toutes. Oui, c'est parce qu'on voulait pas qu'ils voient ce qu'ils buvaient.
mais on leur a donné 20 solutions, donc 5 de chaque goût, concentrés différemment, donc de 2, minimum 2 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10 et 10 sur 10. Et on leur a demandé quel goût qu'ils percevaient et combien sur 10 qu'ils le percevaient. Pour revenir sur les yeux bandés, dans le fond, c'est parce que les solutions amères, c'était du café, fait que ça avait une certaine coloration, c'était pas pour influencer le résultat. C'est ça. Dans le fond, nous autres, notre hypothèse, c'était que les jeunes goûtaient mieux que les plus âgés, puis on avait raison, on peut l'observer sur le graphique juste ici. Ici, on a les jeunes, ici, on a les adultes, puis on peut voir que pour les mêmes, les jeunes, il y avait une perception plus intense, fait qu'ils donnaient des résultats plus hauts que les adultes. Mais pour avoir un résultat plus significatif, il aurait fallu que nos cobayes plus âgés soient beaucoup plus âgés, donc de plus de 50 ans, parce que le phénomène de vieillissement commence à partir de 50 ans. Et on s'est aussi rendu compte que les filles goûtaient mieux que les gars, parce que ça, c'est le minimum acide. Les gars l'ont toutes pas trouvé, mais les filles l'ont trouvé en majorité. Ça veut dire que les filles ont plus de papilles gustatives au niveau de la langue et plus de cellules gustatives au niveau du cerveau. Ah, OK, mon Dieu, c'est intéressant de découvrir ça. Le saviez-vous avant de le découvrir? Non, ben, on avait vu passer vite, mais on l'a vraiment découvert là, avec nos résultats. Est-ce que ça avait été difficile de trouver des cobayes? Quand même, il y en a beaucoup qui nous ont lâchés au cours de l'expérience, fait qu'on en a trouvé d'autres, mais ça s'est bien passé. Résolution de problèmes. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'il restait un petit... Oui. Quelques faits étonnants. Donc, j'ai dit 5 goûts tantôt, c'est parce que umami, mais umami, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Ça veut dire goût savoureux en japonais. Puis, il y a ça dans les champignons, les fromages, les viandes, la sauce soya aussi. Ça a été découvert quand même assez récemment, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le connaît. Puis, souvent, en paire avec salé. Ensuite, l'épicé. Les gens le considèrent souvent comme un goût, mais c'en est pas un. Dans le fond, c'est la capsaïcine. Il y a un petit exemple là. Ça va se poser sur les papilles gustatives. J'ai faussé. Puis ça envoie une sensation de brûlure. Puis à ce moment-là, le cerveau, il interprète littéralement que ta bouche est en feu. Non, ça, c'est la carte de la langue. C'est un mythe qui a commencé à cause d'une erreur de traduction. Mais dans le fond, c'est une idée comme la langue comprend 4 sections qui goûtent seulement un goût. Mais c'est pas vrai, il y a juste une différence de sensibilité. En vrai, toutes les papilles goûtent chaque goût. Donc, toute la langue goûte chaque goût égal. Qu'est-ce qui vous a amené justement à faire une recherche sur ce sujet-là? Ben, honnêtement, ça nous intéressait les sens humains, genre. C'est quand même les modes de repère de l'humain, donc c'est important de les connaître, surtout après la COVID, vu que la COVID affecte beaucoup le sens du goût. On trouvait ça intéressant d'en apprendre plus là-dessus. Puis dans notre cours de psychologie, on avait vu aussi que si on bandait les yeux, c'était vraiment plus difficile de goûter, fait qu'on voulait voir vraiment comment est-ce qu'on goûtait. C'est ça. Catherine, Amélia, Alissa, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Bravo! Merci! Je suis maintenant en compagnie de Nathan Berthelot et on parle de suspension. Oui. Je vais vous présenter mon projet qui parle de suspension. Mais dans le fond, j'ai comparé deux mêmes modèles de 4 roues, même marque, même modèle. C'est des Bombardier et des Outlander. 2007 puis 2024. C'est 2 années différentes, 17 ans de différence. Là. Puis moi, ce que je voulais savoir, c'est lequel, entre le plus vieux et le plus jeune, allait amortir le plus les imperfections sur la route. Puis initialement, mon hypothèse, ça allait être que ça soit le plus récent, parce que, tu sais, il y a plus de technologie, plus d'équipement, fait que, tu sais, on pense qu'il va amortir beaucoup plus les chocs. C'est pas toujours la réalité. C'est pas toujours la réalité, non. Fait que je me suis dit, on va faire des tests là-dessus. Puis pour ça, ben, on a fabriqué une bosse artificielle en bois que j'ai fait mes tests. J'ai fait rouler les 4 roues là-dessus, les deux, à même vitesse, mais à différents essais. Puis j'ai installé des capteurs au bas des suspensions. Des capteurs à accéléromètre, ça mesure l'accélération verticale de la roue et de la suspension. Pour qu'à chaque fois qu'il passe sur le dos d'onde, ça me donne des données dans des graphiques. Ça, c'est des données pour 20 km/h. On peut voir quand la roue avant pogne le dos d'onde, c'est l'oscillation la plus haute. Puis avec des calculs, je suis arrivé à des constantes d'amortissement. Puis là, il faut savoir que plus les constantes sont élevées, plus ça veut dire que la suspension va amortir. C'est-à-dire que plus que le 4 roues va revenir rapidement à son stage neutre, qui va arrêter d'osciller, puis il va avoir après avoir le choc. Puis après mes calculs, j'ai découvert que presque, puis surtout pour tous les essais, mais surtout pour le 20 km/h, la constante était beaucoup plus élevée pour le 2007 que le 2024. Fait que j'ai découvert sur mes expérimentations que le plus vieux allait amortir beaucoup plus les chocs. C'est-à-dire qu'il va revenir beaucoup plus rapidement à son stage neutre après avoir pris un coup. Comme on peut voir par le graphique ici, la pente est beaucoup plus abrupte, elle revient beaucoup plus rapidement à son stage neutre que le 2024 où c'est plus courbé. Fait que mon hypothèse initiale était fausse. OK. Fait que qu'est-ce qui expliquerait pourquoi qu'aujourd'hui c'est moins bon ou...
Ben, tu sais, ça dépend aussi, là, parce que, tu sais, lui, il sortait de l'usine, tu sais, il est 9-9, fait qu'il a pas roulé ses trails, tu sais, les suspensions n'ont pas été habituées des coups. Lui, ça fait 17 ans qu'il est sorti, je l'ai abusé, ça, c'est mon 4 roues personnel, là. Je l'ai abusé, tu sais, Il n'y avait pas la même usure. C'est ça, pas même usure, mais aussi, tu sais, ça dépend aussi du consommateur. C'est pas tout le monde qui cherche une suspension qui amortit puis qui soit plus molle, parce que, mettons, quelqu'un qui veut travailler avec son 4 roues, tirer du bois avec un trailer, ben souvent, tu veux une suspension plus raide pour pas qu'il écrapoutille trop. Fait que ça dépend toujours. De ce qu'on constate de tes résultats, il n'y a quand même pas une si grosse différence que ça. Non, c'est pas si gros, mais quand même, parce que, tu sais, ça, c'est une échelle de 0 à 0,15 secondes. Est-ce que ça, c'est de 0 à 0,9 secondes? Fait qu'on voit que lui, beaucoup plus rapidement, il atteint son point neutre que l'autre, que le plus jeune. Fait que c'est ça. Ben, bravo, merci beaucoup, Nathan. C'est super intéressant. Ben oui. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Oui. Je suis maintenant au kiosque des méthodes de conservation. Je suis en compagnie de... Nathan. Bonjour, Nathan. Bonjour. Donc, tu vas nous expliquer un peu c'est quoi ton kiosque? Bien sûr. Moi, c'est les méthodes de conservation. Je voulais voir pourquoi les aliments devenaient échus et si c'était dû aux bactéries, aux levures, aux moisissures. Pour ce faire, j'ai fait les méthodes de conservation ici présentes. Puis, je vais traiter les ingrédients traités au laboratoire sur des gélos sans. J'ai mis ça dans un incubateur à 37 degrés avec de l'humidité, ce qui a fait proliférer les bactéries. Ici, on a les cocombes séchés après 3 semaines. Il restait sûrement encore de l'eau, ce qui a créé de la moisissure. Ici, on a le bœuf cuit après 8 jours et réfrigéré dans un produit hermétique. Avant 8 jours, il n'y avait pas de bactéries. Mais après 8 jours, il y a eu présence de bactéries. Bon, je vous déconseillerais de le manger. Ici, Et c'était quoi ton objectif là, de faire ces expériences-là? c'était de voir à quelle vitesse les produits détérioraient. Oui, c'est détériore. Puis à quel taux les bactéries montaient, puis c'était quelle la meilleure méthode de conservation. OK. C'est ce que je voulais voir. Ici, on a les bonnes bactéries et les mauvaises pour les humains. Ces deux-là sont présentes dans les produits laitiers, le fromage, le yogourt et autres. Ces deux-là sont présentes dans la fermentation, les cornichons, la choucroute, les olives. Ça aide à la flore intestinale puis à la digestion. La salmonella est présente dans le poulet cru et dans les viandes crues. On entend souvent parler. Oui, elle fait beaucoup de débat. Et elle, l'eau calme, l'eau non polluée. Ces deux-là sont présentes dans les matières fécales des humains et des animaux. Mon hypothèse, c'était que la meilleure méthode, c'était la déshydratation. Et c'était vraiment celle-là? Selon ma pratique, oui, mais selon la théorie, c'est la congélation. Ah, OK. Ouais. Mais sinon, les deux sont bonnes. Oui, les deux sont bonnes. Tu peux conserver jusqu'à 1 an la congélation. OK. Il y aura pas de... La congélation arrête le taux de croissance des bactéries. OK. Puis avec l'autre? Ça augmente tout le temps un peu, mais si c'est scellé puis hermétique, sans la lumière, sans oxygène, tu devrais conserver jusqu'à 1 an. Bien, merci Nathan, c'est super intéressant. De rien, ça m'a fait plaisir. Je suis maintenant en compagnie de Mathilde Jean. Bonjour Mathilde. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Sur quoi tu as fait ton expérience? Donc moi, cette session-ci, j'ai décidé de faire mon projet sur l'utilisation de la lignine à titre de biostimulant. Dans le fond, la lignine, c'est une des composantes des végétaux, en même titre que les humains, on est composés d'os, de muscles, etc. Les végétaux sont composés de lignine, entre autres. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a extraite de biomasse forestière résiduelle, donc des cadavres, d'une certaine façon, des arbres qui ont brûlé l'année passée, et on l'a utilisé à différentes concentrations dans des plants de maïs afin de tester quelle concentration était optimale pour le meilleur effet biostimulant possible. OK. Et puis là, tu as fait une expérience là-dessus? Oui, donc j'ai fait au total 2 rondes de tests avec 12 plantes à chaque ronde pour des grains de maïs et on a mis différentes concentrations de lignine afin de tester laquelle permettait l'effet biostimulant optimal. Okay. Donc, ce qu'on voit sur la table, c'est toutes les choses que tu as expérimentées? Exactement, oui. Donc, les petits plants qu'il y a là, c'est surtout des échantillons pour décorer. Mais si on regarde les photos en haut, on voit la ronde 1 et la ronde 2, les résultats que j'ai obtenus.
Donc, pour la ronde 1, la concentration qui était dite optimale était 0,1 de lignine, alors que pour la ronde 2, c'était un peu plus mitigé entre les trois, parce que la ronde 2, on a entouré notre valeur optimale. Donc, on avait des valeurs de 0 0,05, 0,1 et 0,15. Donc, on a pu regarder et confirmer si c'était la valeur optimale. Et comme on peut voir les résultats finaux, le graphique permet de déterminer quelle était la concentration optimale et c'était 0,10 pour un taux de concentration de 66 Pas un taux de concentration, un taux de croissance, désolé. Est-ce que les résultats, ça répondait un peu avec selon les hypothèses que tu pouvais faire? Non, pas du tout. Parce que mon hypothèse, c'était que plus que j'allais mettre de lignine, plus que l'effet biostimulant serait prononcé. Mais comme on peut voir, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que j'ai décidé de nommer mon projet « Trop, c'est comme pas assez ». Parce qu'on a vu qu'en mettant trop, c'était comme si on n'en mettait pas du tout. Ça fonctionnait pas. Toutefois, les recherches que j'ai faites prouvaient mon hypothèse parce que c'est censé faire ça. Donc moi, mes démarches n'ont pas vraiment fonctionné, mais on a été capable d'expliquer tout ça. Quand même. Bien, il faut l'expérimenter pour le savoir. Ben oui. Bien, merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup à vous. Alors, je suis en compagnie de qui? Amélie. Et puis, Amélie, on parle de maquillage? Oui, effectivement. Dans le fond, nous, on avait un projet, c'était de faire un gloss qui est entièrement naturel parce que ce qui se vend sur le marché, ça a souvent des ingrédients qui irritent les lèvres, mais nous, on voulait pas ça. Donc, dans le fond, notre projet s'est déroulé en 2 étapes. Premièrement, faire une base qui est entièrement naturelle avec certains ingrédients qu'on a choisis à cause de leur propriété pour la peau. Donc, notamment la cire d'abeille et le beurre de cacao. Donc, on a tout mélangé ça ensemble, ça a fait notre base. Ensuite, on voulait une base colorée. Donc, pour faire ça, on voulait des pigments naturels. Donc, on s'est basé sur la betterave, qu'on a été extraire les pigments au Sorex. On a passé ça dans une machine avec des solvants. Donc, après ça, on a fait évaporer nos pigments. C'est ça, on a fait évaporer le méthanol et l'eau qui contenait nos pigments. Et pourquoi avoir choisi la betterave? C'est à cause de la couleur? Oui, c'est ça, à cause qu'elle contenait beaucoup de pigments, donc ça a été plus facile à extraire puis avoir aussi une quantité plus riche de pigments que, admettons, juste un autre fruit ou légume. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous vouliez atteindre? Oui, en partie. Ça a vraiment été compliqué, mais on a réussi après plusieurs essais. Donc, on peut voir ici, ça marchait pas à cause que, dans le fond, nos pigments sont hydrophiles et notre base est hydrophobe. Donc, il a fallu qu'on dissout ça dans de la glycérine, qu'on mélange, qu'on fasse l'émulsion mécanique pour que tout se mélange ensemble. Mais finalement, on a réussi à avoir un produit final quand même assez satisfaisant qui donne un rose comme ça. Après ça, on a mis de l'arôme de cerise pour que ça goûte bon et ça sente bon. Donc, c'est ça. Finalement, on a reçu un produit qui est vraiment très hydratant. Puis on l'a fait tester à une 13aine de personnes, puis tout le monde a été vraiment satisfait. Donc, c'est hydratant, mais est-ce que ça a aussi les propriétés d'un rouge à lèvres? Est-ce que ça colore aussi? Oui, légèrement, parce que ça aussi, c'était un de nos objectifs, là. Dans le fond, on a extrait ça de la betterave parce que, comme on peut voir, c'est quand même assez pigmenté. Mais puisque la base est jaune, ça fait que la couleur tirait un petit peu plus sur le rose orangé. Mais on a quand même réussi, en le testant, à voir que ça donnait une légère couleur. Et puis, est-ce que ça vous a pris beaucoup d'essais? Parce que là, tantôt, tu parlais des fois ça marche, ça marche pas. Combien d'essais ça a pris? On a essayé plusieurs recettes, 2, 3 avant de trouver la bonne. Et on a fait tester cette base-là en premier. La jaune, on l'a fait tester. Ensuite, puisqu'on a vu que la plupart des gens étaient satisfaits, là, on a intégré les pigments dedans. Puis, oui, c'est ça. Là, on est satisfait du résultat? Oui, vraiment. Bien, bravo, félicitations, c'est très intéressant. Merci. Alors, je suis en compagnie des jumelles Frenette. Bonjour! Allô? Salut! Vous avez fait une expérience par rapport avec le fromage? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on voulait tester 2 sortes de fromages de 2 races de vaches différentes. Les résultats que ça allait faire pour des questions scientifiques aussi par rapport aux composantes du lait, puis pour le rendement aussi. Ouais. C'est ça. Et c'est quoi les races que vous avez utilisées? On a choisi Holstein puis Jersey. Holstein, c'est celle-là qu'on voit plus souvent, là, dans le fond, quand on se promène dans l'auto, souvent dans les champs. Là, elle est plus grosse, ça fait plus de lait. Puis on a la petite Jersey là, qui est plus petite puis qui fait moins de lait. C'est les 2 races qu'on a choisies pour notre projet. Ouais. Fait que là,
Vous l'avez testé. Qu'est-ce que ça a donné au niveau des résultats? Ça a donné du fromage. Dans le fond, ça a marché. On l'a fait 3 fois, dans le fond. Je vais juste me mettre ici. Dans le fond, les étapes sont ici, les étapes pour le fromage. Puis on a réussi à avoir du fromage. Première chose qu'on a remarqué, c'est un fromage avec des textures, des goûts, des couleurs. Tout est vraiment différent beaucoup. Puis un rendement aussi. Dans le fond, on a fait un 200 grammes environ. Là, je l'ai noté sur les tableaux qu'on voit ici. Là, un 200 grammes pour un 4 litres de lait. Là, la même quantité de différence entre les deux. C'est ça. En grammes, ouais. Et au niveau des goûts, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Oui, dans le fond, on a noté, les élèves qui y ont goûté, ont noté qu'on avait un fromage qui faisait quick, puis un autre non. Dans le fond, la Holstein, la petite là, dans le fond, faisait du quick. La Jersey ne le faisait pas. Puis au niveau du goût, c'est vraiment beaucoup plus crémeux. La Jersey, là, le fromage a 31 de gras dedans, comparément au Holstein qui en a juste 23. Ouais. Est-ce que ça correspondait aux objectifs, aux hypothèses que vous vous étiez faites? Absolument. C'est nos hypothèses qu'on avait. Là. Dans le fond, on avait comme hypothèse que ça allait faire des allures différentes pour ce qui est du goût, la couleur, puis un rendement plus élevé. Et ça, dans le fond, c'est des hypothèses qu'on s'est basées. C'est pas sur des sources scientifiques nécessairement. C'est beaucoup... moi, je travaillais dans une ferme, fait que les gens des alentours nous l'avaient dit que ça allait sûrement faire plus de fromage à cause de plus de gras. Ouais. Fait que, une belle expérience quand même. Oui, c'était long, là. Ouais, ça nous a appris des affaires. Ouais. On a pu approfondir sur le sujet. Puis finalement, on s'est rendu compte que une vache plus qu'une autre, une race plus qu'une autre, c'est vraiment le producteur qu'est-ce qu'il veut faire. C'est dépendamment du quota aussi de lait. Là. La Holstein fait plus de lait, fait pour un rendement. Fait que quand tu vends ton lait, c'est plus avantageux. Ça dépend si tu veux faire du fromage. Ça dépend vraiment des préférences des producteurs puis de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce lait-là. J'imagine aussi que l'alimentation de la vache doit avoir un impact. C'est pas si tant quand même, mais ça reste que dans le fond, souvent les producteurs agricoles, c'est leur foin de leur champ. Là, fait que, mais ça peut jouer, mais on s'était vraiment penché vraiment sur le résultat qu'on allait avoir au niveau macromolécules, là, tout ce qui est glucides, lipides. Oui, parce que pour nous, là, les 2 fermes qu'on est allé voir, là, ils mangeaient pas mal la même chose, du foin et de l'ensilage. Là. Ouais. Fait que ça joue pas. Puis on voulait tester justement l'alimentation de la vache, mais ça aurait été comme un peu de compromettre un producteur, puis en plus, on n'avait pas le temps. Fait qu'on n'a pas vraiment abordé ce sujet-là, mais selon nous, ça ne changeait pas vraiment. Ça doit changer, mais c'est pas assez là, pour que ça fasse une différence. Merci beaucoup, les filles. Bravo pour cette belle expérience. Oui, merci. En plus des étudiants, il y a l'enseignant de physique Jason Leblanc qui a organisé un kiosque. Bonjour, Jason. Bonjour, ça me va bien? Ça va très bien, merci. Tu nous parles de quoi? En fait, ici, je veux présenter aux étudiants, aux jeunes aussi du primaire, un kiosque de vulgarisation scientifique sur la programmation. La programmation à l'aide justement des robots de la compagnie Lego, les robots Mindstorm. Puis ce que j'ai voulu faire, c'est d'expliquer aux étudiants, aux jeunes, comment concevoir de base un petit programme informatique, un robot qu'on a ici. En fait, on a 2 exemplaires. On a Bob et Bobby. Puis Bobby est capable d'exécuter jusqu'à 6 tâches différentes en fonction d'un code de couleur. En utilisant 3 cartons de couleurs, le robot va lire une séquence de couleurs et interpréter cette séquence, la dire. On va l'entendre dire en anglais, que ce soit red, blue, green ou n'importe quelle autre séquence des 3 couleurs données. Et en fonction de la séquence, il va exécuter un des 6 programmes qu'on a préparés. Le robot est capable de danser, il est capable d'effectuer un carré, il est capable de se déplacer comme un bulldozer avec la pelle baissée, avance, recule, capable, un peu à la manière d'un système d'alarme, émettre un signal jusqu'à ce qu'il ait le signal de s'arrêter. Il peut revenir à son point de départ. Et aussi, il peut détecter une balise, une antenne, se diriger, s'arrêter juste devant. Donc, ce que j'ai préparé pour vous montrer, je l'ai déjà préparé sur la table d'expérimentation. On va même assister à une démonstration. Exactement. Génial. Une petite démonstration où le robot va circuler sur une séquence qui est bleu, vert, rouge. OK. Ce qu'on a dans notre séquence, et chaque petit programme, sous-programme, est codé avec la séquence qu'il faut. Dans la séquence bleu, vert, rouge, le robot va exécuter un carré. Donc, on va directement aller observer tout ça. Et pour activer le robot, on a déjà préparé simplement le robot sur sa position de départ. À partir du moment où je vais cliquer sur le petit bouton d'activation, le robot va s'avancer. Il lit la séquence de couleurs. Il s'arrête. Il va le nommer.
il va exécuter maintenant le carré sur sa surface de jeu. Il tourne d'un quart de tour, s'avance, et c'est une boucle 4 répétitions pour exécuter le carré. Et il revient à sa position de départ. Il va dire stop. Et voilà. Wow, c'est tombé super intéressant. Donc, Wow. ça a permis justement là, de présenter aux étudiants là, des bases dans la programmation, les boucles, les capteurs qui sont installés, capteurs de couleurs. Ce qui permet au robot de reconnaître ces couleurs, c'est ce petit capteur-ci où il y a justement la capacité d'interpréter la couleur à un code pour exécuter des tâches. Voilà. J'imagine que ce kiosque-là auprès des jeunes doit avoir beaucoup de succès. Bien, c'est vrai, là. Mon but, c'était d'attirer l'attention chez les jeunes qui se posent des questions, l'ingénierie, qui ont une passion justement par les machines, le concret. Puis je pense que ça a été une réussite là, sur les premières minutes. Ça a attiré assez bien. Jason Leblanc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Si vous avez apprécié ce qu'on vous a présenté, n'hésitez pas à venir voir le travail des finissants en sciences de la nature du Centre matapédien d'études collégiales en personne lors de l'exposition scientifique qui aura lieu en 2025. C'est ce qui complète cette édition d'Info.tvc Express du 4 juin. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour ma part, je vous retrouve vendredi pour l'édition hebdomadaire d'Info.tvc. Bonne semaine!